Alors, bonjour, bienvenue à cette rencontre d'information sur la maîtrise en éducation et la maîtrise en orthopédagogie. Alors, on est 3 intervenantes ici de ces 2 programmes-là, ainsi que des représentants de votre association étudiante, puis aussi des étudiants du programme, là, pour partager un peu leur expérience et compléter nos informations. On a aussi Mme Sylviane, qui est l'AGE du programme de maîtrise pour le moment. Donc, si on a des questions un peu plus techniques, elle va pouvoir nous aider. Puis, bien, merci à la faculté, puis aussi à la DES de nous permettre de parler de nos programmes parce que c'est une belle occasion pour nous de vous aider à mieux vous préparer à cette belle aventure du 2e cycle. Donc, on est très contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors, avant tout, c'est quoi faire une maîtrise? Bien, c'est un fonctionnement avec des attentes un peu différentes du premier cycle. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins encadré avec des cours vraiment à courte échéance. C'est un travail qu'on voit sur un plus long terme. On se projette un peu plus dans l'avenir, mais c'est aussi un projet personnel qu'on peut mener. Et souvent, c'est ce qui est assez motivant là, pour les étudiants, puis l'envie de se projeter dans un projet de 2e cycle. Vous pouvez ou non avoir une idée de sujet de recherche, parce qu'on va vous en parler tantôt. Il y a aussi d'autres alternatives, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire comme projet au 2e cycle, c'est quand même possible. Juste se dire, je veux faire une maîtrise, mais sans nécessairement avoir d'idées précises, c'est correct aussi. On vous garde avec nous autres. Donc, il y a 2 options à la maîtrise en éducation. C'est aussi réaliser un mémoire ou un projet d'intervention. Donc, on va vous en parler un peu plus longuement tantôt. Puis, faire une maîtrise, c'est produire un document d'envergure quand même. Donc, il faut être prêt à se lancer dans la rédaction. Et avoir la possibilité de définir son propre projet de maîtrise. Donc, ça, c'est un aspect assez motivant d'avoir un projet qui nous tient à cœur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va se poser quelques questions. On va essayer de répondre à ces questions-là qu'on pense que vous pourriez vous poser. Donc, suis-je admissible à la maîtrise en éducation? Quel choix dois-je faire lorsque je m'inscris à la maîtrise en éducation? Donc, déjà, c'est pour ça qu'on souhaitait avoir une rencontre même en novembre, parce qu'on peut avoir des trucs déjà à vous donner. Là, si vous êtes en bac 4, on a déjà des suggestions pour vous. Comment vous pouvez vous y préparer? Puis aussi, on va parler de la maîtrise en orthopédagogie, comme je vous l'ai dit, et on va vous parler des services de la DES et de l'AICED. Alors, êtes-vous admissible à la maîtrise en éducation? Donc, l'admission, c'est à l'automne et à l'hiver. À la maîtrise, on peut être admis aux 2 sessions. L'idéal, c'est de commencer à l'automne, puisque vous êtes inscrit dans une cohorte, donc vous connaissez les gens avec qui vous allez faire votre parcours au 2e cycle. Mais si toutefois, il vous manquait des cours ou quoi que ce soit dans votre parcours de premier cycle, vous pourriez très bien vous inscrire à l'hiver l'année prochaine. Il faut aussi être titulaire d'un baccalauréat en éducation ou en enseignement connexe. Vous pouvez aussi être admis sous forme d'expérience, mais si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que vous êtes dans un programme de premier cycle à l'UQAM en ce moment en enseignement. C'est bien ça? Ou en orthopédagogie? OK. En adaptation scolaire. Merci de préciser. Il faut avoir obtenu 3,2 minimum de moyenne sur 4,3, mais ma collègue Sophie m'a fait demander une précision. Effectivement, si vous avez entre 2,8 et 3,2, il y a quand même des possibilités d'entrevue. Donc, n'hésitez pas à soumettre votre candidature quand même. Il y aura une période d'envoi de pré-autorisation à la maîtrise. Je pense que ça se fait au mois de janvier. Donc, si vous recevez cette lettre-là, c'est que vous êtes préadmis, donc il vous restera simplement à procéder à votre inscription. Mais pour les autres, même si vous ne recevez pas cette lettre et que vous êtes très motivé, n'hésitez pas à vous inscrire avec votre lettre de motivation, vos 2 lettres d'appui. Puis, les membres du comité d'évaluation de la maîtrise, là, ceux qui procèdent aux inscriptions, pourront analyser votre dossier et voir si on a besoin d'une entrevue là, pour voir si on peut vous admettre. J'ai oublié de le mentionner, mais si vous avez des questions, ça peut être posé au fur et à mesure. Puis il y a aussi Charles qui va me faire part des questions qui sont posées dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas en ligne à poser vos questions, puis il va m'arrêter à certains moments pour des questions. Donc, ça serait un bon moment, Charles, si on a des questions sur le premier volet, là. Non? Aucune question. Aucune question. Puis ici? Non? Donc, je passe la parole à Sophie pour les prochaines diapos. Ah oui. Oui. D'accord. Alors, merci. Donc, je me présente, je suis Sophie Grossman. Je suis l'homologue d'Émilie au niveau de l'éducation et formation spécialisée. Ça va mieux, là?
D'accord, j'ai jamais été une star en fait. Donc on travaille en grande collaboration toutes les deux et avec nos homologues aussi d'autres concentrations, on en parlera plus loin. Donc quel choix dois-je faire lors de l'inscription à la maîtrise en éducation? Donc je clique là. Ah voilà. Donc comme je vous disais, il y a 4 concentrations. Si on laisse de côté temporairement Marie-Hélène qui représente la maîtrise en orthopédagogie, nous sommes 4 concentrations au sein de la maîtrise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand vous allez vous inscrire, vous allez choisir un programme qui correspond à des thématiques qui vous interpellent. Pas obligatoirement votre sujet de recherche ou votre sujet d'intervention sur le champ, mais un champ de recherche ou d'intervention qui vous interpelle. Donc, si on prend les acronymes, le D, c'est pour didactique. D'accord? Imaginons que vous vous intéressez à la planification, au contrôle, à la régulation de la situation pédagogique, à l'élaboration, à l'implantation de programmes et des outils éducatifs. Dans certains domaines, je pense, en didactique, notamment sciences, français, petite enfance, éducation relative à l'environnement. J'en oublie peut-être. Enseignement supérieur. Enseignement supérieur aussi. Donc si c'est l'organisation didactique de l'apprentissage, de l'enseignement-apprentissage qui vous intéresse, vous pourriez opter pour un de ces 2 chiffres, 1771 ou 1871, la concentration didactique. Imaginons que vous êtes plutôt intéressé par tout le champ de la formation des adultes. Formation en centre d'éducation des adultes, formation en entreprise, formation en milieu communautaire, et j'en passe. Vous pourriez vous dire, moi, je vais plutôt aller vers une maîtrise en concentration EFA, éducation et formation des adultes, où vous allez développer des connaissances relatives à ce champ-là, à l'andragogie, plutôt que la pédagogie. Donc, l'andragogie, c'est-à-dire l'apprentissage chez l'adulte. D'accord ? Si vous êtes intéressé par les fondements, alors fondements historiques, anthropologiques, philosophiques, sociologiques de l'éducation, les inégalités sociales, les politiques axées sur la gestion axée sur les résultats plutôt, les politiques éducatives, etc., l'éducation dans la Grèce antique, eh bien vous pourriez vous orienter vers la concentration EP, donc éducation et pédagogie, qui couvre aussi des champs tels que l'évaluation et la gestion scolaire, donc tout ce qui est gestion, administration, direction d'école, etc. Et je ne l'ai pas dit, mais pour éducation et formation des adultes, c'est ma collègue Audrey Dalle, qui est dans le même département que moi, qui est la co-directrice. Et pour éducation et pédagogie, c'est André-Sébastien Aubin, qui est mon homologue au niveau de cette concentration. Enfin, la dernière, alors mon nom est en rouge, c'est pas parce que je suis spéciale, c'est parce qu'il y avait une faute d'orthographe dans mon nom, donc j'ai juste mentionné, et je pense que Émilie a gentiment laissé mon nom en rouge. Donc, si vous êtes... Là, tu t'en rappelleras. Si vous vous intéressez plutôt à des publics ou des secteurs particuliers en éducation, donc soit des publics issus de la diversité, migration, genre, socio-économique, etc., vous pourriez vous intéresser à la maîtrise en éducation et formation spécialisée. Ça peut être aussi des publics dont on dit qu'ils sont en difficulté vis-à-vis des apprentissages ou en difficulté vis-à-vis de l'adaptation, on va dire, sociale à l'école. Aussi la formation professionnelle et technique, le parent pauvre que je défends puisque je viens de cette section, le parent pauvre de l'éducation, c'est-à-dire si vous vous intéressez à comment on enseigne et on apprend un métier ou une technique au cégep, donc soit au secondaire, soit au cégep, vous pourriez aussi vous diriger dans ce champ-là. Voilà, donc ça, ce sont les 4 choix qui vont s'opposer à vous si vous décidez de faire une demande d'admission à la maîtrise. Alors, vous inquiétez pas, nous, on est très vigilants parce qu'on sait que parfois, il y a des chevauchements. Donc, imaginons que vous vouliez faire de la didactique, mais en formation professionnelle. Alors, je me mets où? En didactique ou en formation professionnelle? On va être là pour vous accompagner. Donc, si vous faites un choix, puis qu'on se dit, en lisant votre lettre de motivation, « Ah, Émilie, je pense que ce serait plutôt dans ta concentration », j'envoie un message à Émilie en disant, on va l'admettre à notre programme, mais il faudra probablement qu'elle bifurque ou il bifurque vers une autre concentration. D'accord? On essaie d'éviter au maximum ce genre de passage pour ne pas surcharger les agents de gestion des études, mais ça arrive et donc c'est pas coulé dans le béton. Si vous avez des questions
dès aujourd'hui ou même plus tard à nous poser en disant si je m'intéresse à ça, c'est plutôt quel type de concentration que je devrais choisir. N'hésitez pas à nous contacter. D'accord ? Je continue ou c'est... Non ? Ok. Alors, l'autre choix que vous allez faire, vous avez vu que pour chaque concentration, il y a 2 codes de programme. D'accord ? Il y a le code profil recherche et il y a le code profil intervention. Profil recherche va vous donner une maîtrise SR en éducation et le profil intervention va vous permettre d'obtenir une maîtrise en éducation. D'accord ? Ce sont des profils qui sont relativement similaires malgré tout. Vous allez souvent, si vous êtes en recherche et en intervention, vous allez avoir des cours avec des collègues qui sont dans l'autre profil, d'accord ? Vous n'êtes pas sur 2 voies complètement séparées. Ce qui distingue le profil recherche du profil intervention, c'est que pour le profil recherche, vous allez rédiger un mémoire de recherche, c'est-à-dire quelque chose dont la fonction première est de produire des connaissances dans le champ de l'éducation. Si vous êtes en intervention, ce sera davantage des connaissances que vous allez produire quand même, mais sur des situations spécifiques, pratiques, sur le terrain. D'accord ? Comment ça fonctionne sur le terrain ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses sur le terrain. D'accord ? Donc il y a un aspect, on va dire, pour la recherche de production de connaissances qui peuvent servir à la pratique, mais pas obligatoirement d'emblée, alors que l'intervention, en général, ça alimente d'emblée la pratique du praticien et des praticiens avec lesquels vous travaillez. Voilà. L'autre distinction, il y a un peu moins de cours obligatoires au profil recherche et plus de crédits pour le mémoire qui vaut 20 crédits. Donc sur les 45 crédits de la maîtrise, le mémoire vaut 20 crédits. En intervention, ce n'est pas si éloigné. Il y a deux cours de plus et le rapport d'intervention vaut 14 crédits. D'accord ? Donc le profil de recherche, ce que je vous ai dit un petit peu, développer entre autres des habiletés de recherche requises à la poursuite d'études du 3e cycle. Intervention, c'est davantage développer ou réaliser ou évaluer des interventions en milieu de pratique. Et ça, toutes sortes de milieux de pratique communautaires, éducatifs, scolaires. Voilà. Ça permet aussi d'analyser sa pratique professionnelle, si vous êtes dans ce que Van der Maren appelle l'ontogénique, c'est-à-dire le développement professionnel de soi. Et ça conduit à la rédaction donc, d'un rapport d'intervention. Voilà. Ça ne ferme pas les portes au 3e cycle, je tiens à le dire, parce que souvent, on a présenté le mémoire recherche comme la voie royale vers le doctorat. Pour œuvrer au doctorat, je sais très bien qu'il y a autant de personnes qui sont issues d'une maîtrise recherche que d'une maîtrise intervention, on va dire. Est-ce que ça va ? Oui, il y a une question. Alors, on a une question ici. C'est nous qui choisissons notre profil ou c'est vous en fonction de notre sujet? D'emblée, c'est vous qui allez choisir votre profil. Quand vous allez faire la demande d'admission, ou si vous êtes en admission préautorisée, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander le code de programme. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en revenant en arrière. Voilà. Vous voyez, pour didactique, par exemple, donc la concentration que dirige Émilie, vous avez le 1771 qui est intervention ou le 1871 qui est recherche. Vous allez vous dire, par exemple, moi, je travaille dans un milieu et j'ai envie, dans le cadre de ma maîtrise, de développer une intervention à destination des élèves ayant, je ne vais pas dire un trouble de l'autisme, mais bon, des élèves en vue de l'apprentissage de la lecture en milieu défavorisé, d'accord ? Mais j'ai un terrain, je travaille, ou en tout cas j'ai accès à un terrain, et je voudrais vraiment voir si cette intervention, qui est fondée aussi sur la recherche, apporte quelque chose à ces élèves-là. Là, vous allez plutôt vous diriger vers le 1771, qui est intervention. C'est votre choix. D'accord ? Si par contre vous vous dites, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, il me semble qu'on manque de connaissances sur le vécu des réfugiés ukrainiens qui arrivent en milieu scolaire au Québec, vous n'allez pas d'emblée rentrer sur une intervention parce qu'il vous manque de connaissances. Donc vous allez dire, j'aimerais bien, moi, que mon mémoire que ma recherche porte sur mieux comprendre, mieux connaître ces publics de réfugiés qui arrivent d'Ukraine dans le milieu scolaire. Et dans ce cas-là, vous serez plus sur un mode recherche puisque vous ne serez pas encore sur le mode d'intervenir.
Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vous qui choisissez. Le profil recherche n'empêche pas quand même d'aller sur le terrain et de faire une recherche empirique. Ah oui, bah, si je m'intéresse aux réfugiés ukrainiens, j'ai intérêt à aller les voir quand même, parce que sinon... Oui. Si on a un doute, comment est-ce qu'on prend un choix un peu au hasard puis on en discute par la suite? Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui rentrent par le 1771 en disant un mémoire de recherche, je ne vais jamais arriver à rédiger ça, c'est pas possible. Donc, beaucoup d'entre vous vous dites on va faire l'intervention, ça a l'air plus simple, c'est moins impressionnant. Dès qu'on vous accueille en septembre, si vous êtes admis en septembre ou à l'hiver, on va commencer à travailler sur cette question de votre projet de recherche et surtout, vous allez commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à trouver un comité de direction, une direction qui va vous soutenir pendant toute votre maîtrise. Donc une personne qui est relativement experte de votre thématique. Et vous allez lui dire, ouais, mais moi j'aimerais bien intervenir. Et puis au fil de la conversation, il est possible qu'elle vous dise, oui, mais on n'a pas encore assez de connaissances sur ce sujet. Il vaudrait mieux d'abord faire une recherche empirique sur ce public pour après développer potentiellement des outils à destination de ces élèves. Donc, vous pouvez choisir en vous disant, ouais, plutôt intervention, plutôt mémoire, mais ça n'empêche pas que vous changiez. On essaye, encore une fois, de ne pas trop vous faire changer, parce qu'il y a des questions aussi financières derrière. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà. Oui. Est-ce que pour avoir accès, pour prendre le chemin intervention, il faut un brevet d'enseignement? Non, sauf non. En fait, la maîtrise, c'est pas une maîtrise qualifiante, c'est pas une maîtrise qui mène à l'enseignement. Vous avez des bacs qui mènent au brevet d'enseignement. La maîtrise en éducation, pas en enseignement, c'est vraiment de développer vos compétences de chercheur et de praticien. D'accord ? Donc vous pouvez, si vous travaillez dans le milieu communautaire, vous n'avez pas obligatoirement de brevet d'enseignement. Vous travaillez auprès d'adultes, déficients intellectuels, je ne sais pas. Pas besoin de brevet. Oui. Ah oui, pardon. Donc la question était, est-ce que on a... La maîtrise avec intervention, on a besoin pour pouvoir rentrer, on a besoin du brevet. Donc la question était, est-ce que pour pouvoir rentrer dans le profil intervention, il est impératif d'avoir le brevet d'enseignement? Et la réponse est non. Ça n'est pas impératif. Ça va dépendre de votre milieu, d'accord, de pratique. Alors, je continue. S'il n'y a plus de questions. Ah oui, un peu. Oui. Moi, c'est une question personnelle. Ah bon, vous avez le droit. Je me demandais, parce que pour quelqu'un qui choisit un profil d'intervention, c'est quelqu'un qui, j'imagine, a déjà un emploi sur le terrain. Pas nécessairement, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Okay. Ça pourrait arriver. Après, il y a toujours tout ce questionnement. Avoir un terrain, c'est très bien. La question que ça pose après, c'est comment on garde une certaine distance en tant que praticien et intervenant dans le cadre de sa maîtrise. Donc, mais on peut ne pas avoir de terrain. Moi, j'ai une étudiante qui a développé un projet d'intervention sur l'enseignement du tango en milieu communautaire auprès de personnes déficientes intellectuelles. Elle n'avait pas de terrain et elle s'est progressivement investie dans un milieu communautaire qui a accepté sa présence et qui a accepté qu'elle fasse son intervention. Donc, c'est mieux de connaître un peu le terrain. On peut se dire que parfois, c'est avantageux de faire ça là où on travaille, mais parfois, il y a des questions ça rend la chose peut-être un peu plus difficile pour garder ces distances entre moi, le professionnel travaillant dans ce milieu, et moi, l'intervenant chercheur qui fait ma maîtrise sur ce sujet. Donc, ce n'est pas nécessairement destiné à des personnes qui voudraient faciliter la conciliation travail-études. Je ne sais pas si vous voyez. Élabore. Justement, si quelqu'un décidait de faire sa recherche dans son milieu de travail, il pourrait garder son emploi, puis faciliter un peu son propre travail. C'est sûr. Donc, ce n'est pas nécessairement la norme, autrement dit. C'est pas nécessairement la norme, mais ça aide effectivement à ne pas... Si vous travaillez déjà et vous devez trouver un autre terrain pour faire une intervention, effectivement, la conciliation... Mais j'ajouterais que dans le profil d'intervention, il y a plus de crédits de scolarité à faire. Donc, quand on concilie un travail aussi à temps plein, il faut considérer ça. Ça va pour le temps?
Il va falloir accélérer un peu. Ok, si on veut d'accord. laisser Donc du très temps à rapidement, Marie-Hélène. la maîtrise, vous pouvez la faire à temps complet, à temps partiel. Temps complet, 2 ans, 6 sessions. Il faut s'inscrire à chaque session, donc l'été aussi. Temps partiel, 4 ans, donc 12 sessions, puisqu'on compte aussi l'été. Voilà. S'il y a des questions après, on verra. Alors, ça, c'est le merveilleux diagramme de Gantt pour expliquer un peu le cheminement. Donc, globalement, si vous êtes à temps plein, on va dire, parce que si on doit faire tous les cheminements, ouais, mais j'aime enseigner en bougeant. Alors, je ne vais pas bouger. Globalement, si vous êtes à temps plein, à quoi ça ressemble, okay, pour la maîtrise? L'an 1, automne-hiver, il manque l'été, mais automne-hiver-été, la scolarité. Donc, vous faites vos cours. Hein. À quoi ça sert les cours? Ça va alimenter théoriquement votre projet d'intervention, votre projet de recherche. D'accord? Donc c'est important de les faire au début, parce que sinon, vous allez vous taper les lectures tout seul, alors que là, vous avez des cours qui peuvent vous guider là-dedans. La rédaction du projet débute dès le début, comme ça dit. Dès la première session à la maîtrise, on va vous encourager à rédiger votre projet. On va commencer par c'est quoi le problème, et puis après sur quelle théorie je vais me fonder pour aborder ce problème-là, puis quelles questions je vais me poser, puis quelle méthodologie je vais mettre en place pour répondre à ma question ou pour intervenir par rapport à mon objectif. Donc, outre la scolarité, il y a un accompagnement dans toutes les concentrations pour vous amener à rédiger progressivement vos 3 premiers chapitres. D'accord ? Vous soutenez votre projet, donc les 3 premiers chapitres, problématiques, cas théoriques, cas conceptuels et méthodologie, vous soutenez devant un jury. Ça, c'est très important parce que c'est comme le feu vert qui va vous dire « Ok, vous pouvez partir sur le terrain, faire votre recherche ou faire votre intervention. » Donc, on va avoir une séance publique où vous allez soutenir votre projet et le jury va vous dire « C'est ok, tu peux faire ta demande d'approbation éthique et tu peux aller sur le terrain. » Donc, ensuite, le travail sur le terrain, soit recherche, collecte et analyse, soit intervention avec de la collecte et de l'analyse parce qu'il faut avoir aussi des données à rapporter pour relater et avoir un regard critique sur l'intervention. Et au bout de la 2e année, donc à la fin en général c'est l'été, donc l'été de l'an 2, vous déposez votre mémoire finale. D'accord ? Donc ça c'est dans l'idéal. Parfois, je ne vous le cache pas, souvent, et pourquoi ça se comprend, souvent le 2 ans s'étire un peu, parce que si par exemple vous travaillez sur des questions de rentrée scolaire, vous ne pouvez pas faire votre terrain n'importe quand. D'accord ? Donc vous pouvez être retardé par des questions qui ne relèvent pas de vous, la Covid, voilà, tout ça. Bon, la Covid, on va dire que c'est exceptionnel, mais il y a d'autres choses qui sont plus ordinaires, qui font en sorte que les 2 ans s'étirent un peu. D'accord ? Donc vous allez partir avec l'idée de faire ça en 2 ans, et puis très vraisemblablement, on arrivera plutôt sur du 2 ans et demi, 3 ans. D'accord ? Donc c'est important à savoir parce que le 2 ans, on est obligé de spécifier parce que c'est le financement ministériel qui est ainsi fait. Le financement ministériel, c'est une maîtrise, 45 crédits, 6 sessions à temps plein. Rien, et voilà. Donc que ce soit en philosophie, en sociologie, en éducation, il n'y a pas de changement. Donc nous, on est obligé de vous montrer que ça doit se faire en 2 ans, mais dans les faits, en général, ça s'étire un peu parce qu'on a des terrains complexes, sans parler des demandes d'approbation éthique auprès des centres de services scolaires. Et à Montréal, c'est toujours très intéressant, ça demande. Est-ce que tu voulais prendre le relais ? Je pense que la prochaine, il faut qu'on C'est toi ? Oui. En fait, la prochaine diapo, je vais laisser la parole à Isabelle pour nous parler quelques minutes de la charge de travail qui implique faire une maîtrise en éducation. Bonjour, alors moi je m'appelle Isabelle, je suis étudiante dans ma 2e année à la maîtrise. La charge de travail que ça implique, c'est sûr que là, il y a d'abord la première année, il y a les cours. Les cours nous permettent d'avancer déjà les 3 premiers chapitres. Donc, une fois qu'on a terminé nos 3 premières sessions, comme à peu près en ce moment là où je suis rendue à l'automne, je suis en train de terminer le 3e chapitre, je suis en train de réviser. Donc, déjà, tes cours te permettent d'avancer. Donc, une fois que tu as terminé ta scolarité, tu n'es pas encore à la case départ, tu as déjà un bon chemin de fait. Puis là, tu révises, puis la 2e année, tu vas pouvoir te concentrer pas mal plus, une fois que tes cours sont terminés, sur ta maîtrise en tant que telle, là, sur ta rédaction. C'est sûr qu'à la première année, il y a beaucoup de temps qui est mis sur les cours, mais les cours, c'est vraiment pas comme juste des cours pour des crédits, c'est vraiment des cours que tous les travaux sont réinvestis à un moment ou à un autre. Donc, c'est tout le temps
c'est pas des travaux pour que tu tablettes, là, c'est vraiment des travaux utiles. Pour la charge de travail, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu un horaire que tu peux te faire. Tu sais, vu qu'en dehors des cours qui sont de soir, il faut que tu travailles pour tes cours, mais tu peux, tu sais, moi personnellement, j'aime pas ça me lever le matin, là, fait que je peux commencer à 10 h, il y a personne qui me chicane, puis je peux travailler jusqu'à 8 h le soir, ça dérange pas, là. Donc, ton horaire est assez flexible. Je trouve quelque chose de vraiment bien, parce que ensuite tu peux bien concilier ça avec ce que tu as à faire dans ta vie personnelle. Sinon, la charge de travail, justement, vu que tu la décides toi-même, c'est facile de pouvoir te choisir, par exemple, une journée ou deux où tu as besoin de travailler parce que, faut vivre aussi. Donc, la charge de travail, je trouve que c'est vraiment bien pour ma part, là, complémentée avec ma vie. Isabelle, l'enseignante, Isabelle de l'assaut, Isabelle, en tout cas. Fait que ça, je trouve que la charge tu peux la moduler comme tu veux, puis comme le 2 ans, comme on a dit, c'est théorique, là, tu peux le faire en un petit peu plus, puis l'adapter à tes besoins. Si tu as besoin de prendre plus de temps pour un chapitre, t'en prends plus, puis tu vas à ton rythme. Un petit millimètre à la fois, puis ça fait des kilomètres. Ça sera... c'est ça, c'est peut-être... très d'accord, là. Peut-être un petit point aussi, si jamais vous faites, si vous êtes chanceux, mais si vous sélectionnez bien votre direction, c'est aussi possible d'avoir une direction qui travaille sur le même sujet que vous ou un sujet très près de vous. Donc, dans ce cas-là, par exemple, moi, j'ai la chance où est-ce que mon travail rémunéré m'aide aussi pour mon mémoire. Donc, si vous êtes capable de trouver une direction qui vous complète bien, ça peut être très intéressant, donc financièrement aussi. Tout à fait. J'adresse la question à vous trois. Peut-on exercer, d'après vous, un emploi à temps plein en même temps que la maîtrise? Moi, je pense que non, là. Ça dépend vraiment des gens. T'sais, moi, l'an dernier, j'avais 2 jours semaine. Je vais juste le monter. L'an dernier, j'avais 2 jours semaine d'enseignement, puis je trouvais ça difficile avec la maîtrise. Ça s'est fait, là. Ça s'est fait, c'est faisable. À temps plein... Ça dépend, j'imagine, des personnalités. Là, j'ai 2 amis l'an dernier, une personne qui avait un 100%, puis elle a toffé l'année au complet à 100% à faire sa maîtrise. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Puis j'ai une autre amie, elle avait un 80%, c'était plus difficile. Là. Donc, ça dépend, je pense, faut se connaître soi-même. Là. C'est sûr que ça dépend c'est quoi l'emploi. T'sais, en enseignement, ça veut dire que tu as des bulletins à faire, tu as de la planif à faire, tu as de la correction à faire. Donc, mon 40%, mon 2 jours l'an dernier, c'était pas 2 jours pour vrai, là, c'était comme plus un 3 jours avec la correction, tout ça. Donc, c'est à tenir en compte. Moi, je suggère pas là, de faire 100%. Là, mais ça dépend, le temps plein, c'est quoi, là. Si c'est en enseignement ou pas. Puis ça dépend de vos limites personnelles à chacun et chacune. Je veux juste ajouter, ça va être la même chose à la maîtrise en orthopédagogie, mais il y a des étudiantes qui ont fait ça, travailler à temps plein, étudier à temps plein en se disant... Je suis capable, je suis une fille forte. Au bac, ça allait bien, je faisais déjà 20 heures par semaine. C'est pas les mêmes travaux, c'est pas le même degré de réflexion qu'on demande. Donc, c'est pas la même... On peut pas comparer le mode de vie qu'on a au bac avec le mode de vie qu'il y a ou les exigences qu'il y a à la maîtrise. Puis, dans la discussion avec les étudiantes, on les amenait vers... Il y a personne qui est obligé de faire une maîtrise dans le monde de l'éducation. Tu le fais pour toi. Tu le fais parce que c'est ton choix, puis tu as envie d'apprendre, puis tu as envie de pousser ta réflexion plus loin. Fait que si tu travailles à temps plein, puis que tu as l'impression de tourner les coins ronds parce que tu as des cours, puis que tu fais tes travaux, puis tes lectures vite, puis en diagonale parce que tu travailles à temps plein, bien finalement, tu réponds pas à ton besoin parce que tu coupes partout, puis tu as l'impression d'être inadéquat ou inadéquate partout. Donc, je pense qu'il faut retenir que c'est un choix qu'on fait pour soi. Si on fait une maîtrise à temps plein, bien, on s'y consacre pas mal à temps plein. On garde du temps dans le jour pour ses travaux, ses réflexions. Évidemment, il y a du temps de travail, il y a du temps de vie personnelle, du temps familial aussi. Mais il n'y a rien qui empêche la maîtrise à temps partiel. C'est un excellent choix. On ne va pas avoir un meilleur mémoire ou un meilleur travail ou une meilleure maîtrise parce qu'on a tout fait à temps plein. Non, c'est comme une espèce de présupposé qu'il ne devrait pas y avoir dans votre décision. Je voulais juste ajouter ça. Ouais, les personnes dont je vous parlais, c'est des personnes là, qui étaient à temps plein comme moi. Après, si vous faites la maîtrise à temps partiel, est-ce que c'est réaliste de travailler temps plein? Moi, je ne connais pas des personnes qui ont ce cheminement-là, fait que je ne peux pas vraiment me prononcer, mais moi, je parlais pour les gens qui sont aux études à temps plein.
Non. C'est juste que vous avez comme, dans la période de scolarité, au départ, vous avez comme un cours de moins à faire par session qui sont échelonnés sur les 2 premières années au lieu de sur la première année de scolarité. Puis un temps plein au deuxième cycle, c'est 3 cours. Mhm. Donc, à temps plein, c'est 3 cours par session, mais c'est quand même assez exigeant. Là. On se dit, juste 3 cours. Non, c'est intense, 3 cours. Donc, à temps partiel, ça peut être 1 à 2 cours par session. Moi, je pose la question parce que mon travail à temps plein, c'est un enfant à bas âge. Donc, je ne peux pas vraiment prendre de congé à ça. Donc, temps partiel, c'est ça que je trouve peut-être intéressant. En fait, si vous ne souhaitez pas avoir de bourse, peut-être que le choix du temps partiel serait un meilleur choix. Si vous comptez sur un financement, il faut être à temps plein par contre, parce qu'il y a plusieurs bourses et même les bourses du gouvernement exigent. On va en parler dans quelques minutes. C'est le prochain point, les bourses. Donc, c'est sûr que ça facilite avec le parcours à temps plein lorsqu'on souhaite être boursier. Oui, Charles? C'est une question qui revient un peu sur un sujet dont on a parlé précédemment. Quelle est la différence entre la charge de travail, du mémoire et du rapport d'intervention? Est-ce qu'il y aurait une charge de travail différente? Je vais me lancer. La charge est quand même, elle se ressemble, mais c'est sûr que le profil recherche, c'est un petit peu plus poussé au niveau théorique, si je peux m'exprimer ainsi, alors que le rapport d'intervention, c'est plus poussé au niveau du développement là, du terrain, c'est quoi les enjeux, etc., du terrain, mais les deux nécessitent des lectures, les deux nécessitent des références à chacune, ou presque des phrases qu'on va dire, oui, pratiquement chaque fois que vous dites une phrase et que vous inscrivez quelque chose dans votre mémoire, vous devez l'appuyer d'un auteur. Donc, les deux, ça se ressemble quand même beaucoup. Sophie, tu as plus d'expérience avec l'intervention. Veux-tu compléter, s'il te plaît? Oui. En fait, assez souvent, c'est pas systématique, mais assez souvent, quand vous posez votre problème de recherche, dans la maîtrise recherche, ça va être fondé sur pas mal de lectures qui vont vous dire qu'est-ce qu'on sait sur cette question-là, qu'est-ce qu'on sait déjà et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Mais pour poser la table, pour mettre la table, il va falloir lire énormément en se disant qu'est-ce qu'on sait déjà de cette question et qu'est-ce qu'on ne sait pas et où est-ce que je vais aller, moi, chercher des choses. Donc là, il y a pas mal de lectures aussi. Il y a la question de la théorie, mais il y a la question aussi il y a des gens qui ont travaillé auparavant sur des questions connexes. Il faut que je puisse montrer que ce qu'on sait déjà ou qu'on croit savoir sur cette question-là. Le plus souvent, une intervention, le problème ne va pas partir obligatoirement d'écrits nationaux et internationaux, mais d'une situation très spécifique, concrète. Vous savez qu'en éducation, on est dans une diversité. On peut pas prendre une intervention qui s'est faite quelque part puis dire c'est pas grave, on va essayer ça à Montréal. Allez, ça s'est fait au Colorado, on va essayer ça à Montréal. Non, c'est une langue différente, il y a plein de choses qui sont différentes. Donc l'intervention va beaucoup plus détailler la situation, problème, contextualisée. On n'est plus sur quelles habiletés faut-il pour apprendre à lire, qui sont travaillées probablement dans toute la francophonie, mais on va être sur qu'est-ce qui se passe dans cette école, dans cette commission scolaire, dans cette région, en détail. Je décris la situation problème pour dire, moi j'ai envie de travailler à développer quelque chose par rapport à cette situation très singulière. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais la charge de travail, elle est différente. Mm-hmm. Mais l'intervention, on insiste beaucoup sur le fait que c'est très important d'avoir des intervenants chercheurs en éducation, parce que moi, je suis une pelleteuse de nuages, j'adore ça. Mais il faut aussi qu'on ait des gens sur le terrain qui développent des choses au service des enseignants, des élèves, de la collaboration avec les familles, etc. Les deux profils sont importants. Je continuerai avec les prochaines étapes. Si vous voulez conserver vos questions pour la fin, on va être disponible par la suite. Donc, comment puis-je me préparer à la maîtrise en éducation? Il y a plusieurs aspects. Premièrement, en regardant les possibilités de financement pour vos études supérieures. Donc, il y a des bourses d'excellence à l'UQAM qui sont offertes au cycle supérieur. Il y a des bourses régulières pour l'excellence académique aussi. Il y a aussi des bourses pour les parents étudiants. Il y a diverses bourses qui sont offertes à vous. Donc, c'est sur les sites là, qu'on vous a mis ici que vous pourriez aller regarder les listes des bourses qui sont offertes sur le portail RIBE. Oui, Sophie?
Je ne vais pas t'interrompre. Donc, vas-y. Je vous signale aussi que depuis quelques années, enfin, il y a eu une interruption avec la pandémie, mais depuis quelques années, le service des bourses organise des cliniques pour chercher des bourses. Chercher des bourses, c'est pas une mince affaire. On a l'impression que on va cliquer là-dessus, puis on va trouver ce qu'on cherche. On trouve rien, comment ça se fait? Ou on trouve trop de bourses. Donc, il faut des cliniques pour vous aider à chercher la bourse qui correspond. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, il y a l'excellence académique, le temps complet, mais il y a aussi des bourses très, très ciblées. Oui. Vous travaillez sur des sujets, vous travaillez sur le milieu syndical. Il y a des bourses qui sont octroyées par le féministe. syndicat pour des recherches ou des interventions en milieu syndical. Donc, je vous invite à aller sur le site et voir quand est-ce qu'ont lieu les cliniques de recherche de bourses, parce que c'est comme la recherche d'emploi, c'est un emploi en soi de chercher une bourse. C'est comme être maman, c'est un emploi en soi. Chercher une bourse aussi, ça prend beaucoup de temps. D'autres types de bourses qui sont plus substantielles, c'est les bourses d'organismes subventionnaires majeurs comme le FRQSC et le CRSH. On ne va pas s'attarder très longtemps aujourd'hui là-dessus parce que c'est assez complexe, mais il faut savoir que c'est pour des profils de dossiers universitaires assez des notes très élevées quand même, surtout pour la maîtrise. Donc, si c'est votre cas et vous avez des très bonnes moyennes globales, vous pourriez vous essayer. Et déjà jusqu'en décembre, vous avez encore du temps si jamais vous voulez. Et déjà, pour l'année prochaine, vous trouvez un directeur et produire un projet. Il vous reste un mois. Mais sinon... Sauf si vous êtes en train de finir vos cours. À votre première année de maîtrise, là, votre directeur, directrice de recherche pourra vous accompagner parce que ça vient avec la production d'un projet. Ce n'est pas juste d'appliquer sur une bourse puis juste les résultats scolaires. Là, ça vient avec, il faut produire là, un esquisse de projet. Donc, ça vous prend un peu de soutien puis des lectures aussi réalisées en amont. Donc, ce sont des bourses là, de l'ordre de 17 000 $ par année. Donc, c'est assez élevé. Donc, ça peut être super intéressant. Puis, nous, on vous encourage toujours à l'essayer, même si vous pensez ne pas l'avoir. C'est une façon de faire avancer votre projet, de le circonscrire. Puis, l'année d'après, peut-être que vous aurez la chance de l'avoir. Donc, c'est toujours bon de l'essayer là, d'année en année. Et c'est exonéré d'impôts. Oui, c'est vrai, tout à fait. Une autre façon d'obtenir du soutien financier pour ses études, c'est de faire de l'assistanat de recherche. L'assistanat de recherche, c'est travailler pour un professeur, comme Isabelle vous le disait. Ça peut être pour votre directeur ou votre directrice ou aussi pour d'autres. On a souvent des collègues, on est toujours à la recherche d'assistants de recherche. Je t'ai envoyé un courriel il y a 2-3 semaines, j'ai eu plein de réponses. Donc, c'est pas à vous, excusez, aux étudiants qui étaient ici, je suis mélangée, c'est pas aux étudiants de premier cycle, mais au premier cycle aussi, on recherche toujours des étudiants. Donc, ça sera pareil quand vous allez être au deuxième cycle. On veut des étudiants pour analyser des données, entrer des données, nous aider à préparer des PowerPoint pour des conférences. On a toutes sortes de tâches là, connexes à nos travaux de recherche, préparer des infographies si vous êtes bon. Vous avez différentes caractéristiques, compétences qui sont utiles aux professeurs qui cherchent toujours des étudiants pour travailler pour eux. Puis en même temps, ça vous donne des formations. Des fois, on va vous dire, on peut t'envoyer faire une formation SPSS sur un logiciel avancé d'analyse quantitative ou qualitative. Donc, ça vous donne aussi des avantages, puis ça vous fait avancer dans votre projet de maîtrise parce que ça vous donne des compétences pour votre propre projet de maîtrise. Donc, c'est vraiment très... En tout cas, les étudiants qui font l'assistanat de recherche, souvent, sont très gagnants à en faire parce qu'ils apprennent beaucoup de choses là, qui leur sont utiles dans leurs études aussi. Oui, Isabelle? Je voulais juste aussi rajouter un petit point qui est intéressant. Quand on fait, par exemple, on est assistante de recherche, des fois, ça peut nous amener à travailler sur un projet de recherche puis d'accumuler avec notre direction une publication. Puis là, cette publication-là, tu peux la rajouter à ton CV, puis ça peut aider pour les bourses, tu sais, une, puis une autre, puis là, finalement, je suis rendue à 4, puis ça donne un bon petit coup de pouce pour appliquer puis avoir accès à des bourses plus facilement. Donc, c'est gagnant-gagnant dans tous les sens, là. Oui, merci de le préciser. Aussi pour ceux qui sont présentement au baccalauréat, moi en tout cas c'est vraiment comme ça que ça m'a donné le goût de faire ma maîtrise, mais vous pouvez écrire si vous avez un coup de cœur, un professeur vraiment un coup de cœur que vous aimez ou que vous aimez son sujet, lui écrire pour savoir s'il a besoin d'aide. Et il manque vraiment beaucoup d'auxiliaires là. Donc si jamais vous avez des coups de cœur, écrivez-leur, puis ça vous donne aussi une petite idée de si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, donc ça vaut la peine, je trouve. Oui. Merci.
On va accélérer. Il nous reste 4-5 minutes avant de laisser un peu de temps à Marie-Hélène. Autre façon de faire un peu de sous, c'est de faire de l'auxiliaire d'enseignement, donc de corriger des travaux là, de cours du bac que vous auriez fait. Et aussi, Isabelle m'a fait penser que les centres de services peuvent aussi vous payer certains frais de scolarité. Donc, si vous êtes enseignante au primaire, il y a certains centres de services qui paient vos frais de scolarité. Donc, intéressant de demander. Hein? Tout d'un coup. Vas-y. Même si vous êtes juste à 20 % comme moi, là, dès qu'on est à contrat, même si c'est une journée semaine, je suis éligible, puis ils vont rembourser jusqu'à 50 % de mes frais de scolarité. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent pour une semaine de travail, là. Choisir un sujet de recherche, on en a un peu parlé. Merci déjà d'avoir abordé le sujet. Donc, c'est à vous à faire des démarches pour trouver un directeur ou une directrice de recherche. Donc, comment on peut faire? C'est d'aller sur le site des professeurs de l'UQAM ou sur le site des départements. Donc, on a des départements au sein de la Faculté des sciences d'éducation. Vous pouvez retourner à ce que Sophie vous a montré. Là. Les 4 concentrations, c'est les départements aussi. Donc, vous allez sur le site, vous regardez les intérêts des professeurs, puis vous dites, peut-être que moi, c'est par exemple les différences de genre qui m'interpellent. Alors, vous trouvez le professeur qui s'intéresse à ces enjeux-là, puis vous lui communiquez que vous aimeriez ça, faire une maîtrise l'année prochaine. Il n'est jamais trop tôt pour solliciter un directeur ou une directrice de recherche parce que nous avons des projets financés la plupart du temps et nous sommes à la recherche d'étudiants qui voudraient embarquer dans nos projets pour travailler dessus. Donc, si vous avez déjà votre idée, vous savez que c'est telle chose que vous souhaitez faire, c'est parfait aussi, on va vous prendre. Mais si vous ne le savez pas trop, vous avez juste envie de faire une maîtrise, bien, on est vraiment content de vous avoir, puis on vous embarque sur un volet de notre projet de recherche. C'est le vôtre. Vous concoctez votre volet, votre angle, mais au moins, vous profitez de plusieurs avantages, comme des compensations pour vos participants, certaines heures qui peuvent être rémunérées pour faire d'autres recensions des écrits, qui peuvent vous servir pour votre projet de recherche. Donc, il y a quand même plusieurs avantages. Alors, les 2 options sont bonnes. Vous pouvez contacter rapidement les professeurs en envoyant un courriel et en sachant que nous sommes très à l'aise avec le fait que vous avez le droit de magasiner. En tout cas, la plupart d'entre nous, on est très contents de ça. On sait que vous en sollicitez 2 ou 3 parce qu'on préfère que vous nous choisissiez vraiment pour nos expertises puis selon un intérêt personnel que de nous prendre juste parce qu'on était la première personne que vous avez trouvée puis que finalement, c'est pas avec nous que vous voudriez travailler puis dans 6 mois, vous changez. Donc, on préfère vraiment que vous rencontriez 2-3 personnes, qu'on soit sûr, vous êtes certain, persuadé que ce sera cette personne-là, donc c'est préférable. Puis aussi, sachez que vous pouvez avoir un co-directeur ou co-directrice de recherche. Donc, parfois, on veut faire un projet totalement quantitatif, par exemple, puis le directeur, on l'a choisi pour ses intérêts de recherche, mais on aimerait avoir le volet plus méthodologique. On peut aller chercher quelqu'un. Donc, tout ça est à discuter avec votre directeur principal. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un d'autre pour nous aider? Donc, j'ai fait ça en accéléré. Donc, vous avez quelques informations ici. Puis ça, c'est utile aussi pour l'orthopédagogie. Donc, c'est toutes des informations communes. Vous contactez les professeurs. Puis, vous avez aussi le site de la maîtrise en éducation que vous pouvez aller consulter, qui est très complet. On a une foire aux questions, donc qui vous aide à avoir des questions les plus souvent demandées. Donc, je passe la parole. Oui, vas-y, rapidement, Sophie, pour répondre à la jeune femme qui parlait de... Et si on est à temps partiel, le cheminement, sur le site de la maîtrise, il y a les guides à destination des étudiants. Et dans la plupart des guides, il y a les cheminements temps complet, temps partiel. Donc, on n'a pas voulu vous assommer avec tout ça aujourd'hui, mais vous pouvez le retrouver sur le site. Alors, je veux juste savoir, bon, il reste 30 minutes. Je pense que ça va être parfait pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Giguère. Je suis la directrice de la maîtrise en orthopédagogie. Donc, oui, c'est vrai, je vais aussi vous parler, je suis aussi directrice d'un programme court. Je vais vous parler de 2 programmes courts qui peuvent aussi être une possibilité et qui sont des sous-produits de la maîtrise en orthopédagogie. Là, vous allez voir comment ce sont des programmes gigognes qui peuvent vous permettre une certaine entrée dans le programme. Donc, en orthopédagogie, l'objectif général, c'est que c'est une maîtrise professionnelle. Donc, contrairement à la maîtrise en éducation, c'est une maîtrise qui est plus constituée de cours. Donc, c'est des cours professionnalisants qui s'intéressent au travail de l'orthopédagogue, principalement au primaire, mais des fois, on peut ouvrir des cohortes au secondaire, essentiellement en mathématiques.
Donc, on regarde vraiment sur le plan disciplinaire comment l'orthopédagogue intervient en lecture, en écriture et en mathématiques, quels outils l'orthopédagogue utilise pour évaluer, pour intervenir, pour faire un rapport. Donc, c'est vraiment une maîtrise qui est professionnelle. Ça donne un titre de maîtrise en orthopédagogie. Contrairement à la maîtrise en éducation, ça ne mène pas au doctorat parce que ce n'est pas basé vers, ou en fait, l'intention, ce n'est pas d'acquérir des compétences de recherche, mais des compétences professionnelles. Toutefois, la porte n'est pas fermée. Vous pouvez vous inscrire quand même à la fin au doctorat et aller chercher des cours de propédeutique en recherche, donc méthode qualitative, méthode quantitative, etc., et accéder au doctorat. Là, j'ai 2 anciennes étudiantes de la maîtrise en ortho qui sont présentement au doctorat, puis elles sont passées par ce parcours-là. Ça se fait quand même bien, mais ce n'est pas la première porte si vous visez le 3e cycle. Ici, on est vraiment dans apprendre à mieux intervenir en orthopédagogie. Donc, des connaissances sur les difficultés d'apprentissage en lecture, écriture, mathématiques, des outils conceptuels et méthodologiques pour réfléchir comme un orthopédagogue, des capacités, des connaissances sur l'évaluation, l'intervention en orthopédagogie, se construire une identité professionnelle, travailler sa formation continue, et ça se fait autant pour quand on travaille en individuel avec un élève que quand on est en collaboration avec l'ensemble de l'équipe école. Donc, on regarde vraiment là, cet aspect-là plus général de l'orthopédagogue. On a des critères d'admission qui ressemblent à la maîtrise en éducation. Donc, la moyenne de 3,2, elle est toujours valable, mais le 2,78, on analyse les documents. La grande différence, c'est que la maîtrise en orthopédagogie est un programme contingenté. Ça veut dire qu'on limite l'admission à 40 étudiants par année. L'année passée, j'ai eu 67 demandes pour 40. L'autre année d'avant, j'en ai eu 86. Fait que ça veut dire que je refuse une personne sur 2. C'est extrêmement confrontant là, quand je viens la période d'admission. Donc, pour moi, là, c'est... En plus, il y en a que je vois des noms. Là. Je le sais, je les ai eus dans mes cours. Je vois la personne, puis là, j'ai un contingentement de 40, puis je vais vous la dire, la raison est bien plate, là. C'est qu'on manque de ressources. On n'a pas de profs puis de chargés de cours pour donner nos cours. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on doit limiter à 40, parce qu'on ne peut pas ouvrir plus de groupes. Donc, ça veut dire que la moyenne de 3,2, elle finit par être importante. T'sais, ceux qui ont entre 2, ça dépend des années. Donc, s'il y a des années où j'ai 42 demandes, j'ai pas mal plus de liberté pour accepter des moyennes un peu plus basses. Sinon, j'ai déjà eu un plancher à 3,5. Donc, quand c'est contingenté, forcément, c'est compétitif. Donc, c'est ça. Je veux juste que vous soyez prévenus, puis que si vous n'êtes pas accepté, c'est peut-être parce que vous êtes dans une année où il y a eu une grande demande, puis avec des dossiers très, très forts. On demande un brevet d'enseignement dans ce programme-ci parce que l'orthopédagogue travaille essentiellement dans le milieu scolaire. Donc, et comme ce n'est pas un programme qui mène à un brevet, on demande d'avoir le brevet à l'avance. Il faut avoir réussi le TECFE. On vous recommande d'être capable de comprendre au moins la lecture en anglais. Et on a mis la demande d'admission pour le 15 février. Le 15 février, on a une seule cohorte. Nous, on accepte seulement les étudiants à l'automne. Et on n'a pas mis le 1er mars pour être capable de rendre nos décisions le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment une technicalité aussi là, pour que le registraire puisse traiter nos dossiers en premier. Alors, pour faire la demande d'admission, c'est le 15 février. Anciennement, on avait une pré-admission. On a pris la décision de la retirer en comité de programme pour la raison que j'ai évoquée tantôt. Si, par exemple, il y a des étudiants qui sont préadmis avec une moyenne de 3,2, mais que d'autres universités sont refusées à 3,4, ça devenait complètement inéquitable. Alors, pour cette raison-là, comme on a une forte demande et un accès limité, on a décidé en comité de programme, vraiment à regret, là, d'enlever la préadmission, mais ça ne veut pas dire que, la démarche n'est pas tellement plus compliquée. Là. Vous allez faire la demande d'admission sur le site, puis avec les dossiers requis, puis ça se gère très, très bien là, avant le 15 février. Attendez, impossible. Je vais annuler. Tu as un SPSS qui veut s'ouvrir pour je ne sais quelle raison. C'est bon.
Alors, même chose que la maîtrise en éducation. Le temps complet, c'est 6 sessions incluant l'été, 12 sessions à temps partiel. On recommande, on le dit, dès l'entrée, si vous avez un contrat de plus de 40 % de tâches dans le milieu scolaire, on vous recommande fortement le temps partiel. Alors, votre situation peut changer. Vous pourriez décider, là, présentement, de vous inscrire et dire « Oh non, moi, je vais la faire à temps plein. » Puis après ça, « Wow, vous avez une super belle occasion, un contrat que vous ne pouvez pas refuser. » Bien, vous changez de régime puis vous vous inscrivez à temps partiel. Ça se change facilement. À l'inverse, vous pouvez aussi dire « Ben non, moi, je vais commencer à temps partiel, ça devrait aller. » Vous pouvez changer à temps plein si vos conditions changent pendant votre parcours. Le descriptif des cours, en fait, qu'est-ce qu'on évoque à la maîtrise en orthopédagogie? On a une séquence qui est en lecture-écriture. Donc, c'est des cours du département de didactique des langues où on va regarder vraiment l'évaluation d'un cas d'élève là, complexe et complet. Comment on va vraiment prendre toutes les forces et les défis de cet élève-là. Ensuite, si vous connaissez le modèle de Lynn Laplante, qui est ici à l'UQAM, bien, il y a un cours qui porte sur les processus spécifiques et un cours qui porte sur les processus non spécifiques. Et donc, il y a un 45 heures là, qui porte juste sur cette petite partie-là du modèle. Puis, donc, comment on évalue, comment on intervient, comment on comprend chacun des processus. Et ensuite, vous avez un des 2 cours à prendre, difficulté à l'oral ou des marqueurs cognitifs et neurobiologiques. Puis, selon l'endroit dans le parcours, là, vous pouvez choisir un ou l'autre dans la séquence. Ces 5 cours-là, c'est le programme cours en difficulté cognitive en lecture-écriture qui est au DDL. Donc, c'est le programme 0640. Donc, vous pourriez dire « Ah non, moi, juste un programme cours, un cours par session pendant 5 sessions, ça me convient pour l'instant. » Vous pouvez vous inscrire à cette séquence-là de programme cours. Et ensuite, dire « Hey, moi, je suis tellement passionnée, je veux aller faire la même affaire en maths, je veux compléter ma maîtrise en ortho. » Ça va tout être crédité. Ce sont exactement les mêmes cours. On a une séquence aussi en mathématiques. Je vous présente celle pour le primaire. Il existe l'équivalent pour le secondaire, sauf qu'on ouvre rarement la cohorte parce que ça nous prend vraiment un bassin d'étudiants pour être capable d'ouvrir un groupe. Donc, en bas de 8-10, là, c'est plus difficile à ouvrir, donc ça fait quelques années qu'on ne l'a pas ouvert. Alors, les cours en mathématiques, vous voyez là, les différents sujets, là, c'est vraiment très spécifique sur les difficultés d'apprentissage, un cours de fondement, structure additive et numérative, multiplicative, les nombres rationnels et géométrie et mesure. Donc, ça donne une autre séquence et ça constitue le programme cours d'orthodidactique des mathématiques. Donc, vous pourriez aussi choisir de venir faire cette séquence-là qui sera éventuellement créditée à la maîtrise si vous décidez de faire le passage. Les autres cours, il y a un cours de recherche en orthopédagogie, 2 séminaires sur la collaboration entre l'enseignant, l'orthopédagogue ou l'orthopédagogue dans son école chez les petits au primaire et chez les plus vieux, donc des parcours scolaires atypiques ou les adolescents. Un cours au choix. Là, je dois préciser, c'est pas n'importe quel choix, là, c'est le choix du chef. Là. On vous propose une liste, puis vous choisissez dans cette liste-là. Ça peut être, par exemple, le Centre de services en orthopédagogie, donc qui est ici à l'UQAM. C'est une clinique où des enfants, des parents viennent avec leurs enfants pour avoir une évaluation orthopédagogique. Bien, c'est un cours crédité où on est accompagné par une professeure avec toute la batterie des tests est là. Donc, ça peut être en français, ça peut être en mathématiques. Donc, ça peut être un cours au choix. Quand je vous ai dit tantôt, il y a un des 2 DDL là, au choix, bien, l'autre peut être au choix aussi. Donc, ça compte pour votre cours au choix. Et plutôt que de faire un mémoire ou un rapport d'intervention, la maîtrise en orthopédagogie se termine avec une activité synthèse où, pendant 6 crédits, de l'automne à l'été, donc ça commence comme 2 fois novembre-décembre, puis ensuite de janvier à juin, vous suivez un élève que vous choisissez et pour lequel vous allez analyser l'ensemble de l'œuvre. Là. C'est votre élève. Vous allez faire l'évaluation, vous allez faire l'intervention, vous allez faire l'évaluation de votre intervention, vous allez rédiger le rapport orthopédagogique et vous êtes soutenu par vos pairs, par les profs qui accompagnent l'activité synthèse. Et vous pouvez choisir de le faire en lecture-écriture ou en mathématiques. Puis vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant, ça se choisit au moment où vous faites votre choix de cours pour l'hiver, quand vous êtes rendu là.
Donc, en gros, la maîtrise en orthopédagogie, ça ressemble à ça. Là, je ne savais pas qui allait être dans la salle. Si vous êtes au bac en adaptation scolaire, vous rentrez, vous avez les préalables, tout va bien. Si vous êtes à l'EPEP, il va vous manquer des cours d'orthopédagogie. Donc, vous allez devoir faire des cours d'appoint. Donc, ces 2 cours-là, il y en a un en lecture-écriture qui se fait en août-septembre et un autre à la première session d'automne. Vous devez les faire au début en commençant le parcours. Donc, ça vous fait une plus grosse première session, mais c'est essentiel pour pouvoir bien comprendre, bien saisir les différents cours des 2 séquences en français et en mathématiques. Si vous êtes au secondaire, je ne l'avais pas mis, mais je m'étais pris une petite note. Si vous êtes en enseignement au secondaire, vous pouvez être admis, si vous êtes en maths, par exemple, vous pouvez faire la séquence en maths. Si vous êtes en français, vous pouvez faire la séquence en français. On va vous demander des cours d'appoint. Mais si vous voulez vous inscrire à la maîtrise, là, on va vous demander une propédeutique, donc des cours du bac dans la matière que vous n'aurez pas eue. Si vous êtes en enseignement du français au secondaire, vous n'avez pas fait d'ortho des maths, on va vous demander des cours d'ortho des maths avant de commencer la maîtrise en orthopédagogie. C'est une question de logique. Alors, nos cours sont offerts de soir, généralement, et la fin de semaine, parfois, surtout l'été, là, il peut y avoir des samedis. Il y a certains cours qu'on offre maintenant l'après-midi pour les temps complets, donc et c'est relativement apprécié, là, je dirais. Puis là, il y en a qui disent, ben oui, mais là, on ne saura pas quand est-ce qu'on aura notre contrat, fait que je ne sais pas comment. Mais j'ai dit, tu peux aussi décider de ne pas prendre un contrat le mardi parce que tu sais que tu as un cours l'après-midi le mardi. Elle dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Donc, on peut aménager notre horaire pour travailler et venir à l'UQAM quand même dans l'après-midi. Et actuellement, ces cours-là sont offerts en présence. Donc, sur le campus, là, il faut se déplacer là, pour venir ici. Alors, mon Dieu, j'ai défilé ça. J'ai mis les deux grilles de cheminement, mais elles sont aussi sur le site. Ça, c'est à temps complet. Et vous voyez ici, là, en fait, ça, c'est la séquence primaire-secondaire. Donc, c'est encore une fois sur 3 sessions, automne, hiver, été. Donc, 6 sessions pour temps plein et temps partiel. On a essayé de libérer l'été le plus possible parce qu'on sait qu'une fin d'année scolaire et un cours intensif, ça se jumelle très mal. Donc, on a libéré le plus possible l'été pour vous donner environ 2 cours par session dans le programme à temps partiel. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai plusieurs questions en ligne. Pour vous, d'abord, est-ce que, parce que là, vous avez parlé des personnes qui sont au baccalauréat en enseignement secondaire, nécessairement, si la personne s'inscrit à la maîtrise, ça lui procure un titre d'orthopédagogue. Est-ce que si la personne veut toutefois rester enseignante, est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, de se spécialiser dans un profil comme en didactique des langues situé en français, ou est-ce que ça... Ça pourrait, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Il y en a beaucoup que je vois dans les lettres là, de demande d'admission, là, des gens qui ont enseigné, par exemple, au secondaire. Après ça, ils se sont vus confier des contrats d'orthopédagogie ou d'enseignement ressources. Puis là, tout d'un coup, ils viennent de découvrir, wow, l'intervention auprès des élèves en difficulté, puis ils ont envie de creuser cette partie-là. Donc, ils s'en viennent à la maîtrise en ortho parce que c'est spécialisé pour les difficultés. C'est sûr que la maîtrise en didactique des langues, si on choisit une direction qui s'intéresse aux difficultés d'apprentissage, ça peut aussi être un choix. Mais à ce moment-là, ça va être plus un projet d'intervention, un projet de recherche. Donc, ça ne sera pas les cours qui sont offerts à la maîtrise en orthopédagogie. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, là. Y avait-tu d'autres questions? Sinon, il y a d'autres questions, mais qui s'adresseraient peut-être plus à la maîtrise en éducation. Première question, quelle perspective de travail peut-on obtenir avec une maîtrise, justement, en éducation? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Le savoir. Non, je suis d'accord. Il y a de plus en plus de... bon, d'abord, ça peut ouvrir des portes professionnellement dans les centres de services scolaires. Il y a de plus en plus de centres de recherche dans les centres de services scolaires, d'une part. Il y a aussi beaucoup d'organismes interfaces, c'est-à-dire des organismes qui vulgarisent la recherche au service des milieux scolaires. Et donc, c'est le CETREC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme interface, c'est-à-dire qu'ils prennent des recherches qui sont faites
Et puis, il les retravaille pour les rendre accessibles. Vous savez, on dit toujours, les enseignants, ils s'en fichent de la recherche, ils ne savent rien de la recherche. Oui, mais c'est parce que parfois, lire un article, c'est déjà long, mais lire toute une recherche, un rapport, c'est encore plus long. Et donc, c'est des organismes qui font interface entre le milieu éducatif et le milieu de la recherche pour vulgariser. Et pour ça, il faut avoir des compétences de chercheur pour bien comprendre comment vulgariser une recherche. Le ministère de l'Éducation aussi, parfois, est à la recherche de personnes ayant des compétences en recherche. Être chargé de cours à Être chargé de l'université. cours à l'université, au premier cycle, normalement, il faut au moins avoir entamé une maîtrise, sinon l'avoir complétée. Monter plus vite sur l'échelle salariale. Oh, j'y avais pas pensé. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur le... Mais c'est vrai que, alors peut-être que pour orthopédagogie, je ne me prononcerai pas, mais c'est tout à fait légitime de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement, une maîtrise. C'est une aventure assez extraordinaire en soi, d'accord ? Alors, on espère que ça vous ouvre des portes financièrement, matériellement, mais on souhaite aussi énormément que ça vous ouvre des portes intellectuellement. Oui, c'est une expérience qui transforme, je dirais, plus pour la maîtrise en éducation. Pour la maîtrise en orthopédagogie, ça offre vraiment un savoir et une confiance. Souvent, devant un élève en difficulté, il y a tellement de pistes qu'on pourrait prendre, puis là, on souhaite que ça soit la bonne, puis on tâtonne. On n'a pas toujours un collègue dans la même école que nous pour comparer, pour discuter. Donc, d'avoir la maîtrise en orthopédagogie, ça donne une grande confiance dans nos interventions. Et on se sent beaucoup plus compétent. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet de maîtrise est bon ou moins bon? Il t'intéresse. Souvent, avec votre directeur, votre directrice de recherche, vous allez longuement traiter de cette question-là parce que c'est sûr qu'on essaie de prendre un angle ou un intérêt qui a moins été traité dans la littérature. Donc, si ça fait 10 fois que ça a été fait, ce sujet-là, au Québec, mais peut-être que c'est pas nécessaire de faire un autre mémoire sur la question. Donc, c'est pour ça qu'on va vous inviter à lire beaucoup sur votre intérêt de recherche et pour circonscrire votre champ d'intérêt et voir un peu les angles morts ou c'est quoi les petits éléments qui manquent, où on devrait apporter de l'information, aux connaissances, apporter au bagage de la littérature scientifique et pratique aussi. Donc, je sais pas. D'autres choses je dirais qu'un bon sujet de recherche, c'est un sujet qu'on peut effectivement aborder par la recherche. Parce que des quêtes, on peut en avoir de toutes sortes, spirituelles, etc. Mais la recherche, c'est une manière très spécifique d'avoir une quête. Et cette quête-là, donc, ce ne sont pas tous les sujets. Est-ce que Dieu existe ? Non, c'est pas un sujet de... peut-être en théologie, en sciences des religions, je ne sais pas, mais c'est pas un sujet de maîtrise. Et j'insiste beaucoup sur ce que vient de dire Émilie. C'est... on est très sensible au fait que on fait partie de l'édifice qui construit l'éducation. D'accord ? Donc, on va vous parler de la pertinence scientifique et de la pertinence sociale de votre sujet. Ça ne veut pas dire que ça doit servir demain, votre sujet. Mais en quoi est-ce que ce sujet-là est capital, ou en tout cas est intéressant pour le monde contemporain de l'éducation au Québec ou ailleurs, parce qu'on a des étudiants qui viennent de l'étranger, qui travaillent sur l'alphabétisation au Burkina Faso. Donc, il y a l'aspect, on manque de connaissances là-dessus, et ça vaut la peine d'aller en chercher au service de l'éducation, au service des élèves, au service des enseignants. Est-ce qu'on a encore du temps? Question. Quand on pense à une équipe une co-direction, est-ce que les personnes, les professeurs doivent être appartenir au même champ? Ça, c'est une bonne question. Je vais juste répéter. Est-ce que lorsqu'on choisit une co-direction, les deux professeurs doivent être dans le même département, dans le même champ? La réponse est non. La chose qui est importante à savoir, c'est que votre concentration que vous aurez sélectionnée, votre directeur doit être dans cette concentration-là. Donc, si vous faites une maîtrise en didactique, vous devez avoir un directeur ou une directrice en didactique. Votre co-directeur peut être en didactique des langues, en éducation et pédagogie ou autre.
Il est possible de changer de concentration aussi dans la première session si vous vous rendez compte que finalement, ce serait cette personne-là qui serait mon directeur et telle autre personne ma co-directrice. Mais idéalement, si vous ne voulez pas entamer des procédures administratives, c'est de choisir déjà quelqu'un dans votre concentration comme directeur, directrice. Oui. Je seconde ce que vient de dire Émilie. La codirection peut être quelque chose de très, très fécond, parce qu'en éducation, on a des problèmes complexes, globaux, et il est rare qu'une seule personne, une seule expertise suffise à aborder des objets de recherche. L'important, c'est que ce comité-là fonctionne bien, parce que sur papier, ça peut être extraordinairement intéressant, mais si vous avez une direction qui vous envoie quelque part et la codirection qui vous envoie ailleurs, et que vous êtes toujours en train de vous dire mais où est-ce que je vais, moi, qu'est-ce que je fais, qui j'écoute, donc c'est très important. Ça demande un peu plus de coordination, voilà, et de rencontres à trois. Moi, ça m'arrive souvent de faire des codirections, je trouve ça extrêmement stimulant, parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous apporte un tout autre regard depuis son expertise. Mais il faut s'assurer que ça fonctionne bien, et au niveau des savoirs et au niveau des personnalités, que vous ne soyez pas ballotté à gauche, à droite dans ces relations-là. Donc, de faire une première rencontre de concertation avant d'officialiser le tout pour voir si tout le monde s'entend bien, c'est judicieux. Je pense que ça complète. Si vous avez des questions plus précises, personnelles à nous adresser, ça va nous faire plaisir. Moi, je dois quitter, mais Sophie va rester et Marie-Hélène, puis on a aussi les étudiants. Juste avant de quitter, on a quelques informations de l'ADES et de la ECCED. Oui, ben, en tout cas, pour ma part, pour l'ADES, je peux vous annoncer déjà quelques événements là, qui s'en viennent en lien avec la rencontre d'aujourd'hui. Si vous aviez le goût d'entamer la démarche, l'ADES et la faculté vont essayer de vous accompagner. Donc, en janvier, je ne sais pas si, Angélique, tu voulais en parler, il va y avoir une rencontre spécifiquement avec des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs. Oui, là, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est en janvier un événement démystifier les cycles supérieurs. Donc, ça va être un dîner, probablement un dîner pizza et un 5 à 7 vins fromages pour accommoder le plus de gens possible. On va s'occuper de ramasser des mentors qui soit ont terminé les deuxième ou troisième cycle ou qui sont en train de les faire en ce moment pour que vous puissiez poser des questions plus de manière informelle là, que la rencontre d'ici. Donc, comment ça se vit le deuxième, troisième cycle? Est-ce que c'est dur de chercher des bourses? Comment on peut gérer ça avec notre vie familiale? Bien, ça serait vraiment un excellent moment pour le faire. Fait que surveillez vos courriels. Pour poursuivre, en février aussi, il y aura un événement qui s'appelle le concours de vulgarisation de la recherche en éducation qui se fait ici chaque année à l'UQAM. Donc, si vous voulez, au premier cycle, précisément, là, vous intéresser à ce à quoi ressemble un projet de recherche au cycle supérieur, il y a des étudiants et étudiantes d'ici même qui vont vous vulgariser ce qu'ils font. Donc, ça pourrait vous aider dans votre cheminement. Et finalement, en avril, en ce qui concerne le parrainage ou la rencontre entre les profs, le personnel enseignant et les étudiants au niveau de la recherche d'un ou une directrice de maîtrise ou auxiliaire de recherche, il va y avoir une formule un peu speed dating. Si vous voulez vous prendre d'avance, vous n'êtes pas obligé d'être déjà inscrite à la maîtrise, mais vous pourriez déjà tisser des liens avec des membres du personnel enseignant. Puis voilà, ça pourrait vous aider là, éventuellement. Oui. Pour l'activité de vulgarisation de recherche, le CVRE, dans le fond, il y a aussi un volet pour les personnes qui sont encore au premier cycle. Donc, si jamais vous savez que vous voulez faire une maîtrise, que vous avez déjà un sujet qui vous intéresse, votre projet n'est pas obligé d'être super avancé, mais ça peut être intéressant pour vous. Ça vous aide un petit peu à vulgariser, de rencontrer des gens et d'avancer un petit peu par vous-même. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez regarder ça aussi. Le CVRE, donc C-V-R-E accent aigu. C'est vraiment une super belle activité. Là, si la recherche vous intéresse, je vous le recommande fortement. Je peux émettre une suggestion à destination de l'ECCED. Parmi vos activités, il serait peut-être intéressant, particulièrement à l'automne, mais aussi à l'hiver, mais en tout cas à l'automne, d'organiser quelque chose pour les étudiants étrangers qui arrivent.
qui sont très très isolés. On essaie de les aider comme on peut, mais voilà, on est leur prof. Je vais faire du pouce là-dessus. Si vous êtes étudiante étranger, first generation, donc que vos parents vous-même n'étaient pas à l'université, ou même si vous êtes des étudiantes racisées, j'aimerais vraiment ça. En fait, je suis responsable pour l'éducation inclusive à l'AXED. J'aimerais vraiment ça avoir votre feedback. On a un gros, comme vous pouvez voir, on est très femmes blanches, hein? C'est assez évident, mais on aimerait ça que ça soit plus inclusif. On aimerait ça que vous veniez nous voir. Si jamais, puis ça vous implique à rien, vous n'avez pas besoin de travailler, de mettre des heures, juste de venir nous partager votre expérience, c'est quoi vos besoins, c'est quoi que vous aimeriez qu'on fasse, puis ça va nous faire plaisir après ça de faire le travail pour mettre ça en place. Donc, merci. Ça fait le tour, Charles? Oui. Alors, merci. Puis, Isabelle. Juste un petit détail qu'on n'a pas donné tout à l'heure pour le soutien financier. Vos deux associations étudiantes offrent des bourses. C'est pas des grosses bourses de 17 000 $, mais comme c'est quand même 500 $. Moi, je trouve 500 $ à terre, je le prends. Donc, il y a une bourse à la DICE et une bourse à la EXCED. Donc, deux belles bourses qui peuvent être assez faciles à aller chercher. Si vous allez chercher les deux, ça fait 1 000 $. Puis, à chaque année, à la DICE, il y a un bon gros budget pour les bourses et personne n'applique. Donc, l'entièreté du budget n'est jamais donnée. Il y a des bourses appliquées. C'est clair. Merci. Puis, on vous souhaite bonne chance dans vos processus d'admission. Puis, début à la maîtrise, peut-être à l'automne prochain. Un plaisir. Merci de votre accueil.